Chers compatriotes, mesdames et messieurs, vous qui suivez cette vidéo ou qui allez la suivre par la suite, sachez que nous sommes en début d'année, comme tout le monde en est conscient, et je voudrais adresser à vous toutes et à vous tous mes vœux, les meilleurs, d'une année exceptionnelle, d'une année prometteuse, d'une année riche pour la sécurité des Ivoiriens. Je parle de sécurité parce que c'est le plus important aujourd'hui, vu que les menaces planent encore dans l'air. Et donc, j'invoque le Dieu Tout-Puissant afin qu'il protège les Ivoiriens, afin qu'il protège les compatriotes, nos parents, nos amis qui sont encore aujourd'hui, qui sont dans le pays, qui sont en Côte d'Ivoire, dans les villages et partout. Et donc, je formule ces vœux-là, que Dieu nous donne la santé, qu'il nous protège devant toute difficulté et que nous puissions voir cette année jusqu'à son terme avec des changements profonds dans la Côte d'Ivoire, mais des changements qualitatifs dans la Côte d'Ivoire. Et donc, cette vidéo de ce soir est extrêmement importante. Elle a pour objet de s'adresser au président Alassane Ouattara, au Premier ministre Guillaume Soro et à toute l'opposition dans son entièreté, dans sa globalité. J'ai tenu à faire ces adresses parce que j'ai écouté les uns et les autres. J'ai écouté le discours de Nouvel An du chef de l'État Alassane Ouattara. J'ai écouté celui du Premier ministre Guillaume Soro. J'ai écouté également le discours du ministre Charles Blé Goudé, que j'ai analysé d'ailleurs aujourd'hui même ce matin sur Afrique Média. Et puis, bien d'autres discours. Et donc, et même dans l'opposition, j'ai écouté les différents discours des uns et des autres. Et donc, je m'en vais m'adresser aux uns et aux autres. Et puis, à partir de là, je pense que dans cette année 2020, les choses devraient pouvoir être assez claires, assez limpides pour nous tous. Et c'est pour cela que je pense que cette vidéo est très importante. Mais je pense qu'elle sera relayée par la suite par nos collaborateurs qui vont faire le travail médiatique qui convient. D'abord, je voudrais commencer par m'adresser au président Alassane Ouattara. L'année commence bien parce que j'ai commencé par l'appeler président Alassane Ouattara. Même si, dans mon entendement, président rime toujours avec président du RHDP, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. Parce que, devenu chef de l'État, président de la République, il aurait dû ne jamais accepter d'être encore président d'un parti politique. Or, malheureusement, c'est ce que M. Ouattara a accepté. Et c'est d'ailleurs au nom de cette posture de président du RHDP qu'il déploie autant d'énergie à combattre les uns et les autres. Et donc, je voudrais commencer par m'adresser à lui ce soir. Malheureusement, je ne prendrai pas de questions. Je vais juste faire cette déclaration, ces messages adressés aux uns et aux autres. Et puis, par la suite,
Dans les autres émissions, je pourrais répondre aux questions, aux préoccupations. La première chose que je voudrais dire à M. Alassane Ouattara. M. Alassane Ouattara, j'ai écouté votre discours de Nouvel An. Là-dedans, je note 2 ou 3 choses et donc, c'est ce que je m'en vais analyser. La première chose, c'est que vous avez fait le bilan de vos actions. Déjà, même en termes de bilan, il y a quand même une démarcation, j'allais dire, une légère, pas faute en tant que telle, mais normalement, quand on commence une nouvelle année, le bilan qu'on fait, c'est le bilan écoulé sur les 12 mois. Mais j'ai vu que le bilan que vous avez fait, c'est le bilan global de votre action au sommet de la Côte d'Ivoire. Mais ce n'est pas bien grave. Ce n'est pas bien grave. Mais qu'est-ce qui ressort de ce bilan que vous-même vous avez dressé dans votre discours de fin d'année? Trop élogieux. Trop élogieux. Un bilan tellement riche, tellement dense, tellement dithyrambique. J'ai vu que vous avez évoqué les chiffres de croissance. Toujours situés entre 7 et 9%. La Côte d'Ivoire qui prospère. J'ai vu que vous avez évoqué 3 millions d'emplois créés. On vous dit bravo. D'ailleurs, sur la question des pourcentages de croissance, je ne suis pas économiste, mais j'ai un petit problème. Je ne sais pas comment est-ce que les instances mondiales valident, comment dirais-je, les taux de croissance. De mon point de vue, de la même manière que les Nations Unies peuvent fixer le taux de sécurité ou d'insécurité, et puis dire que tel pays est en zone rouge ou est à zone 2 ou zone 3 ou zone 4 en fonction de la gravité de l'insécurité ou alors de son évolution. De mon point de vue, ce sont ces instances-là qui devraient être habilitées à fixer les taux de croissance dans un pays. Parce que si on laisse le dirigeant lui-même évaluer, s'évaluer, s'auto-évaluer et fixer le taux de croissance, parfois je vois que les chiffres sont manipulés. Je le dis parce que déjà vous dites entre 7 et 9%. Ok. Ensuite, vous dites 3 millions d'emplois créés. Bon, c'est vous qui le dites. Et après, vous fixez le taux de chômage avec des chiffres qui ne concordent pas toujours avec les instances internationales. Ça pose problème. Et je pense que, en tant qu'économiste, pour que vous êtes, je suis bien placé en ce moment-là pour dire qu'il y a certainement une manipulation dans les chiffres. Puisque je suis observateur, et vous dites, par exemple, le taux de croissance, le taux de chômage est à 2 ou 3% en Côte d'Ivoire, ou 5% en Côte d'Ivoire, là où la BAD, la Banque africaine de développement, vient dire que non, en Côte d'Ivoire, c'est entre 70 et 90% de taux de chômage. Donc, ça veut dire que là, il y a un souci. Il y a un souci et de mon point de vue, on devrait pouvoir bien regarder avant de pouvoir fixer les taux. Mais, soit, pour vous, le taux est très bon. Au niveau de la croissance, au niveau des emplois créés, et puis, vous avez évoqué les routes, les ponts, et puis quoi encore? Les routes, les ponts, je ne sais plus, dans les villages. Vous dites également qu'il y a eu des centaines de milliers, pratiquement, je ne vais pas dire pas dizaines de milliers, vous avez créé, comment dirais-je, vous avez apporté l'eau, l'électricité et tout ça. C'est bien beau. J'ai envie de vous dire bravo, Monsieur le Président. Bravo. Bravo pour tout le travail abattu. Mais j'ai un problème. Plusieurs, mais je résume, j'ai un problème. En tant que dirigeant d'un pays,
vous n'avez aucun regret. Chez vous, il n'y en a pas. Aucun regret. Vous ne faites pas d'erreur. Vous n'avez pas de limites. Vous n'avez pas de manque, de manquement dans votre mission. Parce que je voyais, comment dirais-je, à l'époque, le président Houphouët-Boigny, premier président de la Côte d'Ivoire, parfois il faisait des erreurs. Il s'excusait même auprès du peuple. En disant, j'aurais voulu faire tant, mais malheureusement, on n'a pas eu les moyens. J'aurais aimé faire ci, malheureusement, je n'ai pas eu les moyens. Mais quand j'écoute M. Alassane Ouattara, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de regret. Tout est bon, tout est parfait. Un président parfait. Ça pose problème. Monsieur le Président, ça pose problème. Votre bilan que vous présentez en cette fin d'année, il est tellement dithyrambique, tellement grossi, que vous avez eu parfois même dans vos réflexions, dans vos analyses, je n'ai pas envie de dire, mais vous êtes allé jusqu'à dire que vous avez réalisé ce qu'en 50 ans la Côte d'Ivoire n'a pas pu. Ce n'est pas une insulte pour moi, ni pour les Ivoiriens seulement. Ce n'est pas une insulte pour moi seulement, ni pour les Ivoiriens seulement. Mais c'est une grosse insulte pour le président Houphouët-Boigny, qui a bâti ce pays, qui l'a construit, et qui peut-être aujourd'hui peut se dire qu'il a eu le malheur d'aller vous chercher pour venir soutenir ses actions pour relever son pays lorsqu'il était en difficulté. M. Alassane Ouattara, je pense que l'un des plus grands défauts que vous avez, c'est le manque d'humilité. Ça, je vous le dis parce que, en tant qu'humain, parfois il faut avoir l'humilité. Même en tant que dirigeant, vous êtes le chef de l'État. Mais vous êtes un humain, vous êtes un mortel, vous êtes un humain, vous êtes un mortel. Vous pouvez regretter un certain nombre de choses. Chez vous, ça n'existe pas. Et ça, je le regrette de vous le dire, mais c'est un peu ce que je note. Quand j'ai fini de dire cela, au niveau de votre bilan, qu'on peut discuter, mais ce serait intéressant lorsque vous serez, lorsqu'on sera en période électorale, en ce moment-là, on pourra discuter de votre bilan. Mais pour l'heure, je note simplement qu'il est trop ronflant. Il est trop ronflant et puis il est trop suffisant. Et puis celui qui le présente, il est pratiquement parfait. L'homme parfait. Et pourtant, on est nombreux à vous faire un certain nombre de reproches. Dans le deuxième point que j'ai pour vous, M. Alassane Ouattara, c'est au niveau des regrets. Au niveau des regrets, parce que, tenez-vous bien, la constitution de notre pays, depuis l'indépendance, et surtout dans la dernière que vous avez fait voter et que vous avez promulguée le 8 novembre 2016, l'article 54 qui parle du président de la République, donc de ses missions, dit que le président de la République est le garant de l'unité nationale. Le président de la République est le garant de l'unité nationale. Le garant de l'unité nationale. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si le pays est désuni, est déchiré, est fracturé, c'est le président de la République qui emporte la charge, la responsabilité. Parce que dans ses missions, par définition, il est là pour l'unité nationale. De ce point de vue-là, il y a un gros problème. Et même, il n'y a pas que la Constitution, mais il y a aussi la devise nationale. Union, discipline et travail. Union, discipline et travail. Et à ce niveau-là, Monsieur le Président de la République, vous avez failli. Vous avez failli parce que vous avez vous-même contribué à désunir les Ivoiriens. Vous avez contribué à déchirer le tissu social, à fragmenter la Côte d'Ivoire. Vous avez déchiré la Côte d'Ivoire. Et ça, déjà en acceptant
en notant de la Constitution le verrou selon lequel le président de la République ne peut pas être président d'un parti politique. En sautant le verrou, le président du RHDP, vous avez divisé le pays. Parce que quand vous vous adressez à nous, ce n'est plus le président de nous tous qui parle, c'est le président du RHDP qui parle. Parce que c'est normal et naturel que les partis politiques soient en concurrence pour briguer la magistrature suprême. Vous êtes déjà au sommet, mais vous avez encore accepté d'être le président d'un parti politique, donc d'être dans la concurrence. Donc quand vous parlez, ce n'est plus celui qui est au-dessus qui parle, c'est celui qui est un concurrent qui parle. Et ça, vous avez contribué à diviser la Côte d'Ivoire. Mais il n'y a pas que cela. Il y a les manigances. Il y a les manigances ça et là, pour que les autres partis ne soient pas unis. Et ça, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est le lot de tous les partis politiques. L'immixtion, en appâtant les dirigeants par les moyens, par des postes ministériels. La plupart de ceux qui ont porté la division dans leur parti politique ont été nommés à des postes. Donc voilà comment vous avez réussi. Au parti du président Laurent Gbagbo, tellement gêné que vous n'avez pas eu le courage finalement de nommer M. Afin Guessan. À un moment donné, vous aviez même voulu prendre une disposition pour faire de lui le chef de l'opposition, de façon à mettre à sa disposition toutes les commodités. Il y a même une loi qui devait être votée. Malheureusement, ce n'est pas passé. Dieu merci. Mais en dehors de lui, au PDCI, tous ceux qui ont défié le président Henri Konan Bédié ont été nommés. Sont nommés. Ou bien du moins parce qu'ils étaient déjà nommés, le chantage a eu lieu. Pour rester, vous devez quitter Bédié. Et tous ont préféré prendre leur poste. Y compris sous Jeannot. Enfin, bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Tous ont préféré les postes. Ils ont défié leur président du parti politique. Tout ça pour affaiblir, diviser pour régner. On peut aller au MFA. C'est pareil. C'est lui qui a défié Anaki Kobena. Il s'est retrouvé aussi ministre. Je ne sais pas si c'est Moutaillé ou bien... Enfin, je ne me rappelle plus, mais les partis sont là. Les faits sont là. Je pense que en tant que chef de l'État, c'est une erreur grave. Et vous avez réussi à diviser la Côte d'Ivoire de ce point de vue-là. Ne parlons pas de la réconciliation nationale. Ce n'est même pas votre problème. Cela ne vous dit rien. Parce que, alors que vous êtes le président de la République, ça aurait dû être votre préoccupation d'avoir un pays soudé. De sorte que quand vous réalisez, tout le monde danse. Le président a fait un pont. Mais dans tous les villages, on lui dresse le tapis rouge. Parce qu'il nous a bâti. Il a fait évoluer le pays. Mais non, avec vous, ce n'est pas cela. Vous ne voulez pas qu'on soit réconcilié. Vous ne voulez pas qu'on soit unis. Vous, de ce point de vue-là, vous violez la Constitution. Parce que vous êtes le garant de l'unité nationale. Pour terminer, Monsieur le Président Alassane Ouattara, on est dans une année électorale. La Côte d'Ivoire va donc se préparer pour une élection en fin d'année, en octobre 2020. Tous les regards du monde entier sont braqués sur la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que cela vous coûte de libérer la Côte d'Ivoire? On est en fin d'année, vous aurez pu dire, la CEI, je l'ouvre à l'opposition. J'invite la société civile pour qu'on discute et qu'on aplanisse tout et que le meilleur gagne. Vous-même, vous avez dit que vous étiez prêt à partir pour laisser la place à la nouvelle génération, aux jeunes, même aux jeunes de votre parti. Donc cela veut dire que vous êtes prêt à léguer la Côte d'Ivoire à une nouvelle génération. Mais de ce point de vue-là, organisez-nous une élection propre et tranquille, une compétition ouverte, et puis le pays se portera mieux. Les Ivoiriens se porteront mieux. Qu'est-ce que vous avez à nous prendre en otage, en verrouillant la CEI, en bloquant les listes électorales, rendant payantes les cartes nationales d'identité, de sorte à éliminer tous ceux qui seront de l'opposition, tous ceux qui sont de l'opposition qui voteraient l'opposition. Non, je pense que vous pipez le jeu électoral et vous mettez la Côte d'Ivoire en danger. Et ça, je tenais vraiment à vous le dire.
Vous mettez la Côte d'Ivoire en danger. Alors, moi, je voudrais vous faire cette doléance. En 2020, vous avez encore les cartes en main pour unir les Ivoiriens. Faites-le, s'il vous plaît. Faites-le, parce que si vous ne le faites pas, on est tous bloqués, c'est-à-dire qu'on est tous gonflés à bloc. Parce qu'en 2020, Monsieur le Président, ce ne sera pas facile. Vous ne pourrez pas faire des passages en force. Parce que s'il faut, comme pour vous, enjamber les corps, ça ne vous gêne pas. Mais cette fois-ci, ce ne sera pas 3000 morts. Hein? Ce ne sera pas 3000 morts. Ça va faire beaucoup trop. Donc attention, il est encore temps d'ouvrir le jeu électoral en Côte d'Ivoire, d'appeler l'opposition représentative. Aujourd'hui, elle est connue, elle n'est plus cachée. On a joué sur les mots, sur les termes. Ceci est légal, ceci n'est pas légal. Aujourd'hui, c'est très facile de reconnaître l'opposition dans sa diversité, mais de façon solide. La RP, la coalition proche du président Henri Konan Bédié, dans laquelle se trouve le PDCI, RDA et d'autres partis politiques. Grande coalition, CDRP. Vous prenez EDS, une autre coalition proche qui englobe le parti du président Laurent Gbagbo et bien d'autres partis politiques. Ça fait déjà les deux forces de l'opposition aujourd'hui. Vous y ajoutez GPS de Guillaume Soro qui est aussi une force. Vous y ajoutez, comment dirais-je, même M. Afinguessan qui est aussi une force. L'opposition là, vous avez déjà par ces 4 entités, vous avez dans sa globalité, vous avez l'opposition. Bien sûr, je ne veux pas négliger le professeur Madou Koulibaly, etc. Mais je veux dire, les forces majeures, vous avez 2 grandes forces, celle du PDCI avec sa coalition, du FPI et sa coalition, et puis vous avez aussi, bon, si on peut, vous pouvez rajouter, M. Afinguessan, bon, avec qui vous parlez déjà, donc de ce point de vue, ce n'est pas compliqué pour vous, et puis bien d'autres, comment dire, le GPS de Guillaume Soro. Voilà, vous réunissez ce monde-là et vous y ajoutez la société civile. Parce que la société civile n'est pas forcément, elle est là, elle fait le travail pour la population et elle a son mot à dire. Vous pouvez les associer. Donc, je voulais vraiment vous dire cela pour que la Côte d'Ivoire, parce qu'on dit tout le monde veut la paix, que la paix règne en Côte d'Ivoire, que la sécurité règne en Côte d'Ivoire, mais ce ne sont pas des mots. Nous, on peut faire des vœux. Mais un président de la République, il pose des actes. Parce que le président a les moyens de poser des actes. Il a les moyens matériels, il a les moyens juridiques, il a les moyens financiers pour poser des actes. Généralement, quand on fait les vœux, c'est parce qu'on n'a pas les moyens. Ah, cette année que j'ai une voiture, mais c'est parce que la personne n'a pas les moyens pour acheter la voiture. Donc, il prie Dieu pour qu'il lui donne les moyens pour avoir la voiture. Mais un président de la République qui a 300 milliards comme budget de souveraineté, quel vœu il va faire? À la limite, peut-être demander la santé, parce que là, au moins, on reconnaît qu'il y a Dieu qui peut vous ôter la vie. Mais en dehors de cela, un président, il n'y a pas de... Voilà. De toute façon, quand on écoute votre bilan, vous n'avez rien à vous reprocher, donc vous n'avez même pas de vœux à faire. Chez vous, tout est parfait. Vous avez les moyens de faire tout ce que vous voulez. Sauf que l'assurance maladie, on ne l'a pas encore vu. Sauf que, bon, la Côte d'Ivoire n'est pas encore... comment dirais-je, Washington, encore moins New York ou bien Paris, etc. Bon. Donc voilà un peu ce que je voulais pouvoir dire sur les vœux que je voudrais vous adresser. En tout cas, quand j'ai lu votre message, c'est que le vœu que je voudrais faire, la doléance que je voudrais faire, c'est d'ouvrir l'opposition pour que la Côte d'Ivoire se retrouve et que nous préparions cette élection-là de sorte que le meilleur l'emporte. Il n'y aura pas de mort d'homme. Il n'y aura pas de mort d'homme. Tant que la commission électorale indépendante sera transparente aujourd'hui, tant que les listes électorales seront propres aujourd'hui, tant que la carte nationale d'identité sera gratuite, de sorte que tous les Ivoiriens, avec un engouement, comme c'était le cas en 2010, en octobre 2010, mais c'était un engouement national. On voulait sortir de la guerre. Les Ivoiriens se sont mobilisés. C'est de ça qu'on a besoin aujourd'hui.
Mais venir là, verrouiller la CEI, verrouiller les listes électorales, rendre la carte d'identité payante, etc. Parce qu'on veut piper le jeu électoral, ça ne passera pas. Monsieur le Président, ça là, ça ne passera pas. Je voulais vraiment vous le dire calmement, mais sereinement, ça ne passera pas. Donc, je pense que si on veut bien, on va faire tout pour que la Côte d'Ivoire soit en paix. Lorsque j'ai dit cela, je voudrais quand même terminer, Monsieur le Président, par une honte que j'ai un peu eue quand même en tant qu'Ivoirien. Je vous parle comme cela parce que je le veuille ou pas, vous représentez mon pays et je suis bien obligé de l'admettre. Mais j'ai eu honte, la honte de ma vie en tant qu'Ivoirien. Récemment, vous avez reçu le président de la République française, M. Emmanuel Macron, du 20 au 22 décembre. Ce président est venu fêter son anniversaire à Abidjan, dans un climat délétère en France, dans un climat délétère en Côte d'Ivoire. Il est venu célébrer son anniversaire en Côte d'Ivoire. Déjà ça, c'était une honte. De voir nos papas, nos dévanciers, chanter « Joyeux anniversaire » pour le président de la France. Bon, vraiment, c'est compliqué. C'est gênant. Bon, si on n'en tenait qu'à cela, mais quand dans le parcours, on vous voit, Monsieur le Président, vous prenez votre petit-fils là, ou bien votre fils là par le bras, vous lui tenez la main, comme si c'était le parrain, le tuteur. Et ça donne à jaser autour de vous. C'est un peu ridicule. Les gens, voilà, les gens voient ça comme ça. Et puis c'est, voilà. Vous suivez Macron dans les petits recoins, vous lui prenez la main et tout ça. Il y a un problème. Mais le pire, c'est quoi? Le pire, c'est que vous avez abordé un sujet avec M. Macron concernant la question de la présidence, du moins du franc CFA, la question du franc CFA. Bon, là, franchement, il y a un problème sur la question du franc CFA et de l'éco. Vous êtes présenté comme un grand économiste, vous avez fait le FMI, le Fonds monétaire international. Bon, ici, il ne s'agit même pas trop de ces questions-là. Il y a que vous êtes quand même le chef de l'État de Côte d'Ivoire, président de la République de Côte d'Ivoire. Vous allez à des rencontres sous-régionales avec vos pairs, présidents des autres républiques. Vous convenez de cette question de la monnaie qui est cruciale aujourd'hui. On décide de la changer. On décide de l'adapter. Parce qu'on veut notre souveraineté. Bon, vous êtes venu là avec M. Macron, et puis vous avez fait des annonces. Bon, vos pairs, les autres chefs d'État disent que ça, là, c'est parce qu'ils ont arrêté avec vous. Deux erreurs graves. La question de la parité fixe entre l'éco et l'euro. Et puis, la question de la France comme garante de la nouvelle monnaie éco. Vos pairs disent qu'ils ne sont pas d'accord avec ça. Monsieur le Président, moi j'ai honte. J'ai honte. La façon dont vous étiez venu à Abidjan, dans le one-man show, avec Macron, vous étiez tellement heureux. Vous avez fait des annonces. Les gens disent qu'ils ne sont pas d'accord avec ça. Monsieur le Président, c'est un peu vilain. C'est un peu gênant. Hein? Il faut arranger ça. Parce que, pour nous, le franc CFA, il est mort. On le veuille ou pas, on trouvera autre chose. Avec ou sans vous. Même s'il faut retarder le projet. Vous aviez dit 2020. On n'est pas pressé. On a attendu 40 ans, 50 ans. S'il faut attendre un an pour que M. Ouattara quitte et qu'on reprenne
la monnaie en main et qu'on l'adapte selon les besoins, selon les aspirations des peuples africains, on va le faire. La CEDEAO pourra attendre. L'Union africaine pourra attendre. Et on va le faire. Mais là, c'était vraiment une honte. Donc, j'ai voulu m'attarder un peu sur ces questions-là. Vous le dire très sincèrement, avec la main sur le cœur, ça a été une grande déception, Monsieur le Président, et j'ai voulu vous dire cela aujourd'hui. Merci beaucoup de tenir compte de cela et surtout de la doléance majeure parce que cette année 2020, c'est la fin de votre mandat d'ici octobre et puis vous n'allez pas vous représenter et puis nous allons avoir une élection propre et tranquille pourvu que vous le vouliez. Mais si vous ne le voulez pas, nous serons obligés de nous organiser pour arracher la libération de notre pays. Maintenant, si vous voulez nous tuer tous, ben, apprêtez vos canons. Mais on ne va pas lâcher prise. Ça, je vous le dis, c'est moi qui donne ma parole. À moi. La deuxième chose que je voulais m'adresser, merci beaucoup, donc je voulais m'adresser par la suite au Premier ministre Guillaume Soro. Je voudrais m'adresser au Premier ministre Guillaume Soro. Bon, j'ai écouté le discours de M. Guillaume Soro. J'en ai parlé aujourd'hui même sur Afrique Média. Et je veux rappeler ici ce que j'ai comme vision, j'ai comme appréciation dans le discours de M. Guillaume Soro. D'abord, Monsieur le Premier ministre Guillaume Soro, il n'est plus besoin de faire de discours vous concernant, c'est-à-dire on sait à qui on a affaire. Et les Ivoiriens, les Africains, le monde entier vous connaît. Parce que vous-même vous êtes préparé, vous êtes présenté comme un rebelle. Je le dis parce que vous ne vous en cachez pas. Vous avez écrit un livre pour expliquer au monde entier pourquoi vous êtes devenu rebelle. Donc à partir de là, je pense qu'on est d'accord que vous avez assumé la rébellion. Et vous êtes même allé sur les chaînes françaises pour défendre votre posture de rébellion contre le président Laurent Gbagbo. Ça, c'est connu de tout le monde. Donc, il n'y a pas de débat là-dessus. Mais je suis très embarrassé quand je m'adresse à vous en ce moment-là, parce que nous sommes ensemble dans l'opposition aujourd'hui. Vous, des partis politiques, avec votre mouvement GPS, nous autres de la société civile, mais on est tous dans le même bloc, puisque traqués par le régime d'Abidjan, par M. Ouattara. Donc nous nous retrouvons dans la même posture, dans le même côté. On doit faire bloc. Mais dans ce bloc-là, je suis obligé de faire quand même des mises au point. Et cela me paraissait important de vous le dire. Dans votre discours de fin d'année, d'abord vous avez alerté l'opinion nationale ivoirienne et même internationale. Vous avez dit, M. Ouattara m'accuse de vouloir faire un coup d'État, mais je vais faire le grand déballage. Vous l'avez dit par la voix de Mme Afoussiata Bamba Lamine, l'ex-porte-parole de la rébellion, qui est en même temps votre collaboratrice au sein du GPS. Elle l'a dit, que vous allez faire le grand déballage, que vous allez tout dire, et que point par point vous allez évoquer cela. Et puis, nous avons tous attendu le grand déballage, tout le monde était posté, vous avez fait la publicité sur votre discours, et quand le moment est arrivé, patatras. Alors, je vais vous faire cette observation pour que vous puissiez bien comprendre. Dans votre discours, vous avez dit ceci, que
des chefs d'État m'ont appelé. Beaucoup de chefs d'État m'ont appelé, je voulais les remercier. Et ils m'ont demandé de mettre bas la terre parce que, etc., etc. Monsieur Guillaume Soro, arrêtez de jouer avec les Ivoiriens. Il faut arrêter de jouer avec les Ivoiriens. Le débat dans lequel on se trouve est trop dangereux pour s'amuser avec. On est dans un combat trop dangereux pour s'amuser avec. Ne jouez pas avec la vie des Ivoiriens. Déjà qu'ils ont été suffisamment massacrés par votre rébellion. Aujourd'hui, si vous voulez faire de la politique, si vous voulez être dans une posture d'opposant face à M. Ouattara, avec nous tous, avec l'opposition, avec les partisans du président Laurent Gbagbo, avec les partisans de M. Bédié, jouons franc jeu. Jouons franc jeu. Il ne faut pas jouer avec la vie des Ivoiriens. Ça, on ne l'acceptera pas. Parce que j'ai envie de vous dire, si des chefs d'État vous ont conseillé de ne plus vous braquer contre M. Ouattara, mais dans ce cas, que les chefs d'État parlent à M. Ouattara pour que vous puissiez rentrer. Pourquoi ils étaient là et puis on vous a lancé un mandat d'arrêt international? Pourquoi ces chefs d'État-là n'ont pas parlé à M. Ouattara et puis il a lancé un mandat d'arrêt international contre vous? Il faut arrêter. De deux choses l'une. Ou bien vous êtes opposé à M. Ouattara, ou bien vous êtes toujours proche de lui, cherchant à entrer dans le RAGP. Puis à ce moment-là, ne nous utilisez pas, ne nous embrouillez pas, parce que nous on est dans une logique. Cela fait 10 ans qu'on subit vos armes et votre alliance. Depuis 10 ans. Pour nous autres, on les a passés en exil. Ne venez pas jouer avec les Ivoiriens. Ne venez pas jouer avec les Ivoiriens. Vous ne pouvez pas dire aux Ivoiriens que vous allez, comment dirais-je, lancer, donner des informations, prendre le peuple à témoin sur ce que M. Ouattara est en train de fomenter contre vous. Et puis vous allez venir là, dire non, il y a des chefs d'État qui m'ont appelé, et donc, par respect pour ces chefs d'État-là, non, non, non. Nous, on n'est pas dans un jeu. Cela fait 10 ans que nous sommes dans l'exil. Il n'y a pas eu de chef d'État pour parler à M. Ouattara pour dire va chercher les exilés ivoiriens qui sont au Ghana, au Bénin, au Togo. Va chercher les Ivoiriens qui sont à l'étranger pour que tout le monde se retrouve dans le pays et que la Côte d'Ivoire puisse se redémarrer. Il n'y a pas eu un chef d'État pour dire ça à M. Ouattara depuis 10 ans. Il n'y a pas eu un chef d'État pour dire à M. Ouattara que Laurent Gbagbo doit rentrer dans son pays. Il n'y a pas eu un chef d'État pour lui dire que Guillaume Blé Goudé, là, il a été acquitté, donc il faut qu'il rentre dans son pays. Il n'y a pas un chef d'État. Et M. Ouattara a lancé encore un procès avec des condamnations contre le ministre Charles Blé Goudé. Donc arrêtez de nous distraire. M. Guillaume Soro, arrêtez de distraire les Ivoiriens. Parce que si vous pensez que vous avez des alliés, des chefs d'État qui peuvent vous aider à combattre Ouattara, à vaincre Ouattara, bon, en ce moment, on va vous laisser avec vos chefs d'État conseillers. Et puis nous, on va continuer notre combat tranquillement jusqu'à la victoire finale. Je tenais vraiment à vous dire cela parce que j'ai mal en été. C'était ridicule. C'était ridicule de faire croire que vous alliez faire le grand déballage. Vous alliez dire à M. Ouattara, vous allez dire au monde entier comment M. Ouattara vous a financé, comment il a financé la rébellion. Et puis après, vous allez venir là pour dire non, 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 je ne dis plus rien, je suis candidat. La deuxième chose que je voudrais pouvoir vous dire à vous, M. Guillaume Soro, c'est que nous sommes ensemble dans un grand bloc contre M. Ouattara. C'est vrai. Parce que sa politique, elle viole les droits de l'homme. Elle viole les libertés publiques. M. Ouattara est pratiquement plus qu'un autocrate. C'est pour cela que le mot dictature est ce qui sied. Parce qu'il a la même mise sur l'exécutif qu'il incarne de façon rigide et dure, mais en plus, il a la main sur le judiciaire, le pouvoir judiciaire. Il manipule la justice, il instrumentalise la justice. Vous-même, vous avez un mandat d'arrêt qui vous a été servi. Et donc, ça pose comment dire, autant pour moi. Et donc, il a lancé, et comment dirais-je, ses mandats d'arrêt contre tout le monde. Ça veut dire que quelque part, il est dans une logique. M. Ouattara n'est pas là pour jouer. Et donc, il faut savoir exactement ce que vous voulez. Si vous pensez que vous voulez faire ami-ami, dites-le aux Ivoiriens.
Mais en tout cas, en ce qui nous concerne, nous sommes dans une logique, dans une posture. Et cette posture que je voudrais, cette deuxième chose que je voudrais mentionner pour vous, nous sommes dans le même bloc d'opposition. Certes. Mais il y a un détail qui va nous différencier. Et je voudrais que cela soit clair. M. Ouattara lance un mandat d'arrêt. Pourquoi? Parce qu'il dit que vous avez tenté de déstabiliser son régime. Et que vous étiez prêt à faire un coup d'État. Un autre coup d'État. Alors, là-dessus, j'ai regardé l'opposition à laquelle nous appartenons tous vous soutenir. Moi-même, en tant que militant des droits de l'homme, j'ai soutenu le Premier ministre Guillaume Soro. J'ai soutenu, j'ai condamné ce mandat d'arrêt. Je suis d'accord que c'est du montage parce que c'est trop grossier. Tout ce qu'on vous reproche, en tout cas selon quand on a écouté le procureur Adou Richard, on dit mais si c'était vrai, pourquoi ils ne l'ont pas fait avant? Pourquoi ils ont attendu aujourd'hui? Il y a un problème. Donc il y a le doute légitime. Donc le PDCI et sa coalition vous ont soutenu. J'ai vu l'EDS, la coalition à laquelle j'appartiens, qui vous a soutenu. Partout, il y a eu des déclarations. Alors je me pose la question, en tant que militant des droits de l'homme, et si c'était vrai? Et s'il était vrai que M. Guillaume Soro, vous vouliez attenter au régime? Et s'il était vrai que vous vouliez faire un coup d'État? Et si c'était vrai? Parce que c'est votre parole contre la parole de M. Ouattara, contre les services de renseignement de M. Ouattara. Ingrédients, en tout cas en tant qu'opposition, en tant qu'acteur de la société civile, tous les ingrédients semblent réunis pour dire que c'est un montage contre vous. Semblent réunis pour dire que c'est un montage contre vous. Mais et si c'était vrai? Parce que nul ne sait la vérité parmi nous. On n'a pas vu, on n'a pas d'autres éléments. C'est pour cela que je pense que nous devons avoir de la réserve concernant ce dossier. Et là-dessus, je voudrais être catégorique avec vous. S'il s'agit d'attaquer le régime d'Abidjan par les armes, s'il s'agit de faire un coup d'État contre le régime, contre le pouvoir d'Abidjan, M. Guillaume Soro, je suis bien obligé de vous dire que vous n'aurez pas notre soutien. Vous n'aurez pas notre soutien. En tout cas, vous n'aurez pas le soutien de Dr Boga. Vous pouvez avoir le soutien de toutes les coalitions, de toute l'opposition, mais vous n'aurez pas mon soutien. Parce que nous avons été victimes des armes de la rébellion. Parce que la rébellion a fait couler beaucoup de sang dans notre pays. Quand on fait un coup d'État, parfois les cibles ne sont pas atteintes. Mais il y a les effets collatéraux. Les victimes collatérales sont massives. Et ça, je le condamnerai toujours. C'est pour cela que je ne serai pas d'accord, ni aujourd'hui, ni demain, que vous puissiez attenter au régime. Je parle au conditionnel, parce que je n'en ai pas les éléments de preuve, mais je dis, et si c'était possible? Et si c'était vrai? C'est pour cela que, de mon point de vue, dans les soutiens que les uns et les autres vous apportent, il faut être mesuré, parce qu'on ne détient pas tous les éléments. Et moi, je voudrais vraiment vous déconseiller cela. Si vraiment il était dans vos objectifs de tout faire pour attaquer M. Ouattara, il faut sortir de ce schéma parce que ça ne paye pas. Ça ne fait qu'accroître le nombre de victimes innocentes dans notre pays et ce n'est pas juste et on ne peut pas soutenir cela. Je voulais vraiment le noter, je voulais vraiment vous le dire. En tout cas, à ce qui me concerne personnellement, voilà ce que je pense et je ne serai pas d'accord, en tout cas pour rien au monde, que vous puissiez, comment dirais-je, attaquer, en tout cas encore une fois par des armes,
le régime d'Abidjan. Parce que, et en conclusion, parce que notez-le très bien, pourquoi M. Ouattara vous en veut tant? Pourquoi il s'acharne contre vous particulièrement? Et avec véhémence. C'est vrai qu'il a condamné le président Laurent Gbagbo, il a condamné le ministre Ablé Goudé, et puis bien d'autres personnes. Surtout ces deux personnalités, c'est parce que, au plan politique, il veut faire de la place, soit à lui-même, soit à ses successeurs. Mais c'est surtout à ses successeurs, je pense. Et donc, pour que la victoire soit garantie pour le RHDP, il veut balayer le chemin. Il élimine à gauche, il élimine à droite, en se servant de la justice, on le sait. Mais vous, M. Guillaume Soro, pourquoi M. Ouattara vous en voudrait tant? Je vois deux raisons. Ce n'est même pas d'abord, pourquoi il ne vous en veut pas parce que vous êtes dangereux politiquement. Non, c'est faux. Vous n'êtes pas plus dangereux. Guillaume Soro n'est pas plus dangereux politiquement que Laurent Gbagbo. Guillaume Soro n'est pas plus dangereux politiquement que Bédié. Non. Il vous en veut pour deux raisons. La première, c'est que vous êtes un rebelle, un chef de la rébellion. Vous avez dirigé des troupes, donc vous avez des armes. Certainement, il a peur de cela. Il a peur pour son régime. Il a peur pour sa vie. Et donc, par tous les moyens, dès le temps où vous êtes opposé politiquement, parce que vous avez refusé de rentrer au RHDP, pour vous, pour lui, c'est le plus grand danger. Pour lui-même, pour sa propre personne, et pour tout son régime. Et même tous ces lieutenants qui sont autour de lui. Vous pensez que les Big Togo, parce que quand M. Ouattara fait ça contre vous, vous pensez que c'est lui-même? M. Ouattara ne fait pas ça pour lui-même. Il fait cela pour les Adama Big Togo, pour les, comment dirais-je, les Ambak, avec Bakayoko, tous ces gens. Parce que quelqu'un qui a été déjà un chef de la rébellion, qui a combiné, qui a comploté pour attaquer le régime, qui a parlé avec des chefs, qui a dirigé des chefs de guerre et tout, il est un danger toujours, en permanence. Et donc, M. Ouattara a peur. Comme politique, c'est en tant qu'ancien chef de la rébellion. Ça lui fait peur. Vous lui faites peur. Deuxièmement, il a peur de vous, pourquoi? Mais il a peur de vous pour les trahisons aussi. M. Guillaume Soro, vous faites peur pour les trahisons aussi. Parce que la façon dont vous avez trahi le président Laurent Gbagbo, M. Ouattara le sait. Il a peur. Donc dès l'instant où vous n'êtes plus avec lui aujourd'hui, il se dit que vous continuerez de le trahir, de le dévoiler, voilà. Donc il a peur de vous, surtout pour ces deux éléments. Je ne crois pas qu'il ait peur de vous parce que vous drainez du monde. Quel monde? On est tous dans la Côte d'Ivoire, c'est vrai, vous avez des supporters. Je ne le nie pas. Surtout tous ceux qui ont cru en votre combat, qui ont pris les armes avec vous, vos amis, vos alliés, des amis de la FESI, des gens que vous soutenez financièrement, matériellement et tout. Vous avez du bon monde, c'est vrai. Mais vous ne faites pas peur politiquement. Non. C'est plutôt militairement. Il a encore la crainte, il a encore la peur. Parce que parmi les chefs de guerre, il y en a qui peuvent encore être fidèles. Et puis si on vous traque, et puis si... Donc il y a tout cela qui fait peur à M. Ouattara. Donc pour lui, il faut forcément... Et là où aujourd'hui, il a sorti ses griffes, c'est parce que vous n'avez pas atterri à Abidjan. Parce que le 23 là, et tous, ils vous attendaient pour vous cueillir. Vous avez eu le flair. Bravo de ce coup-là. C'était bien joué. Mais il fallait que je précise un peu pour que vous puissiez comprendre que M. Ouattara a peur de vous à cause de votre passé de chef de la rébellion et puis à cause de votre passé aussi pour les trahisons avec les uns et les autres. Donc, pour lui, vous êtes un ennemi juré, il est prêt à sortir les cartes. C'est pour ça que la balle est dans votre camp. Si vous pensez que vous allez écouter des chefs d'État, quelqu'un qui a pris un engagement devant un ancien chef d'État, je crois que le professeur Nyamsi a précisé qu'il s'agissait de Blaise Compaoré, qui a pris un engagement devant un ancien chef d'État, qui a pris un engagement devant un imam et qui n'a pas respecté, vous pensez que c'est vos chefs d'État qui vous appellent pour dire mettez pas la terre. Mettez pas la terre, mettez pas la terre, vous allez voir comment ça va finir. En tout cas, ça c'est un jeu dans lequel vous deux, vous êtes bien placés pour vous connaître, mais je dis, les Ivoiriens, il ne faut pas distraire les Ivoiriens. Nous, on a payé de nos vies, des dizaines d'années de notre carrière suspendue parce qu'on a défendu notre pays. Ne venez pas jouer avec la souffrance des Ivoiriens. Si vous voulez être un opposant, vous nous trouverez, on fera bloc ensemble. Mais si vous voulez le faire avec légèreté, parce que vous vous dites, peut-être qu'un jour la réconciliation peut venir avec M. Ouattara, allez-y.
mais ce sera sans nous. Et justement, pendant que je finis de parler à vous, M. Guillaume Soro, dans ma transition pour passer à l'opposition, je voudrais parler maintenant avec, comment dirais-je, mon ami et frère, mon jeune frère, très aimable et très aimé, le ministre Charles Blé Goudé. Donc je profite de cette belle transition que m'offre, comment dirais-je, l'échange sur le Premier ministre Guillaume Soro pour maintenant parler à mon ami et jeune frère, le ministre Charles Blé Goudé. À ce niveau, je voudrais dire ceci. Alors, j'ai écouté le beau discours du ministre Charles Blé Goudé. Et j'avoue que j'ai été touché. J'ai été touché par son discours. Et c'est pour cela que je vais dire un mot là-dessus. C'était un discours dense que le ministre Charles Blé Goudé a prononcé. Il a prononcé un discours dense et je voudrais l'en féliciter. Le discours était propre, il était concis, il avait toute la solennité et j'ai été fier de suivre ce discours. Chapeau sur le ministre pour la gravité du ton qui a été utilisé. C'est vrai qu'il n'y a pas de prompteur, bon, parfois ça fait trop bizarre les prompteurs et donc amener aux feuilles papier un bon discours tranquille et tout. Le contenu, il était aussi riche et bien stratifié, bien structuré. J'ai apprécié le discours. Dans l'ensemble, je partage tout ce que le ministre Charles Blé Goudé a eu à dire et je l'en félicite, je le soutiens, sauf un élément sur lequel je ne suis pas d'accord. Et comme nous sommes entre amis et frères, tous dans l'opposition, et nous sommes très proches, et nous nous disons les vérités dans l'amitié, je voudrais faire cette observation sur le point que je ne partage pas dans le grand discours de Nouvel An du ministre Charles Blé Goudé. D'abord, j'ai vu une petite subtilité. Le ministre a reçu le Premier ministre Guillaume Soro à La Haye. Ça fait jaser. Or, le ministre Charles Blé Goudé avait toujours dit qu'il est dans une posture d'ouverture à tout le monde, à toute l'opposition. Et c'est d'ailleurs sur ce point-là même que j'ai mes réserves. Je le lui avais déjà dit. Quand nous nous retrouvons, nous en discutons. Et donc, malgré le fait qu'il ait reçu Guillaume Soro, malgré qu'il ait assumé son amitié avec Guillaume Soro, dans le discours de fin d'année, le ministre Charles Blé Goudé prend soin de préciser toujours la voie qui est la sienne pour accéder au pouvoir. Il a insisté là-dessus plus d'une fois et j'ai compris que c'était un message qu'il a envoyé à son ami Guillaume Soro. Pour dire au monde entier que Guillaume Soro est certes mon ami, mais les affaires de coup d'État et tout ça, je ne suis pas dedans et ça ne m'intéresse pas du tout. Et là où la pensée du ministre Charles Blé Goudé a été clarifiée, c'est lorsque, dans son interview, à la veille de sa déclaration avec le journaliste Boisbouvier de RFI, le journaliste lui dit, mais vous reprochez des choses au régime d'Abidjan, mais il a fait la même chose avec Guillaume Soro. Et est-ce à dire que, pour vous, le régime instrumentalise la justice, mais pour Guillaume Soro, vous n'êtes pas trop sûr qu'il s'agit d'une instrumentalisation de la justice. Et le ministre Charles Blé Goudé, en tout cas, j'ai été très heureux qu'il précise que lui, Charles Blé Goudé, il a subi toute la rigueur de la justice la plus puissante du monde dans ces pays. Donc, la justice l'a blanchi. Ce qui n'est pas encore le cas pour M. Guillaume Soro, qui vient d'être accusé. Mais on n'est pas des juges. Donc, laissons la justice faire son travail. Cela veut dire que c'est la posture d'un leader qui prend de la hauteur, bien que ce soit son ami, et qui dit, c'est mon ami, mais les actes qu'il pose, je n'en suis pas responsable. Il faut que la justice dise. Parce qu'en tant que leader, il faut voir clair dans ce qui se passe. Ce n'est pas parce que je déjeune avec Guillaume Soro que
que tout ce que Guillaume Soro va dire le disculpe vis-à-vis de moi. Non. Si Guillaume Soro est innocent, il faut que la justice le dise un jour. Mais à l'heure actuelle, entre la parole de Guillaume Soro et la parole du régime Ouattara, sur la question du coup d'État, il faut rester très prudent et très réservé. Et ça, j'ai noté cette subtilité, même si cela n'a pas été dit clairement, parce que c'est mon point de vue, et parce que moi j'ai peur des armes, et je ne veux pas que la démocratie soit mélangée avec les armes. Donc, de ce point de vue-là, je suis d'accord et je salue le discours du ministre Charles Blegoudé. Par contre, le détail sur lequel je ne suis pas d'accord, et je n'ai jamais été d'accord là-dessus, il le sait, sur le ministre, M. Ouattara là, il faut arrêter de lui tendre la main. Ta main va rester finalement paralysée. Il faut arrêter de tendre la main à M. Ouattara. Bon, je vois que bientôt, vous allez adresser un courrier au président Ouattara et à son gouvernement pour demander à renouer le dialogue. Il dit, le procès, l'audience qui va avoir lieu les 6 et 7 février prochain, 2020 là, où nous sommes en train de nous mobiliser pour aller vous soutenir là. M. Ouattara dit, ses avocats vont participer pour vous empêcher d'être totalement libre. Vous et le président Laurent Gbagbo. M. Ouattara dit qu'il va envoyer ses avocats pour plaider, pour que vous ne puissiez pas être libre pour regagner votre pays. Bon, à partir de là, quel dialogue vous allez encore avoir avec lui? Vous lui écrire, parce qu'il y a longtemps, depuis que vous êtes libéré le 15 janvier 2019, vous n'avez eu de cesse de dire, nous voulons la paix, je veux parler avec tout le monde, je veux parler à M. Ouattara. J'étais aux États-Unis et je l'avais entendu et j'avais répondu pour dire, mais le ministre Charles Blegoudé, il s'amuse ou quoi? Il ne sait pas à qui il a affaire. M. Ouattara là, on ne discute pas avec lui. Quand vous allez le voir, c'est pour faire salam alek, allégeance. Monsieur le Président, vous êtes le plus beau, vous êtes le plus fort, vous êtes le brave tiers. Je suis venu me mettre à votre disposition. Voilà ce que M. Ouattara attend. Mais quand vous voulez dire, Monsieur le Président, je suis venu vous voir pour dire je ne suis pas d'accord, le lendemain, vous ne venez plus chez lui. Guillaume Soro a été victime de cela. Même prenons le cas de M. Bédier. Qu'est-ce que M. Bédier a dit? On a signé un pacte, on s'est mis d'accord sur quelque chose. Et donc, après, le RDR, ça va être autour du PDCI RDA. M. Ouattara dit, je n'ai jamais dit cela. Bon, je ne sais pas. Bon, tendre la main et tout ça, bon, ça peut être une stratégie. Parce que M. Ouattara, c'est c'est cash. Donc, je voudrais dire de faire un peu attention, Monsieur le ministre Charles Blegoudé, de faire un peu attention, parce que apparemment, cette posture de tendre la main à M. Ouattara, de vouloir dialoguer avec lui, ça ne marche pas. Et donc, je suis désolé de dire ça comme cela, mais voilà. Et sur ce coup-là, je pense que si on est dans la posture d'opposant, il faut être dans la posture d'opposant et s'opposer. Voilà. Si le régime, M. Ouattara, s'il veut la réconciliation, je dis, il claque des doigts. Vous l'avez dit vous-même, il claque des doigts et puis tout de suite, elle se passe. Il n'en veut pas. Donc arrêtez de tendre la main, vous fatiguez. Préparons-nous pour affronter M. Ouattara démocratiquement et le mettre hors d'état de nuit pour la Côte d'Ivoire. C'est tout. Préparons-nous à l'affronter démocratiquement et à le battre, de sorte qu'on n'entend plus parler de lui. C'est tout. Toutes les autres stratégies, oui, allons le voir, négocions, faisons la paix. Il n'en veut pas. Donc ne perdons pas notre... Ça fait 10 ans qu'on chante la paix. Non, il s'apprête maintenant à aller vous combattre dans la CPI. Donc arrêtons. Il faut arrêter de vous fatiguer. Et vraiment, je tenais à dire cela très amicalement et très fraternellement. Voilà. Maintenant que j'ai fini de dire cela, je voudrais m'adresser à l'opposition. Et puis, bon, la vidéo dépasse, mais c'est important ce que je suis en train de faire pour moi. Et je voudrais aller jusqu'au bout. Et donc, je vais maintenant m'adresser à l'opposition globalement, de sa globalité. Ouais. Avec les global et autres qui sont nés en Côte d'Ivoire, on peut faire des lapsus. C'est dommage. Mais bon. D'abord, au niveau de l'opposition, je voudrais dire ceci. J'ai une précision à faire. Je suis un acteur de la société civile et je me retrouve aujourd'hui à sympathiser, à collaborer
avec l'opposition de mon pays contre une dictature. Et ma posture, je l'assume. Je l'assume. De toute façon, la société civile, la vraie, en Côte d'Ivoire, elle est dans la même posture que moi. Parce que ce que j'ai appris en 25 ans de militantisme pour les droits de l'homme, depuis 1994 jusqu'à aujourd'hui, la société civile, elle se dresse contre toutes les dictatures dans tous les pays du monde. Mais je suis bien placé parce que j'ai fait un constat. La société civile, elle dénonce, elle critique, elle propose, mais elle n'est pas souvent écoutée. Elle n'est pas souvent écoutée, pardon. La société civile n'est pas souvent écoutée. Donc, les critiques, les analyses de la société civile restent parfois lettres mortes. Parce que l'exécutif, il fait ce qu'il veut. Il prend. Si ça l'intéresse, si ça ne l'intéresse pas, il s'en fout. Et la société civile reste inactive. J'ai noté cela en 25 ans d'expérience. Depuis la Ligue ivoirienne des droits de l'homme, où j'ai passé 10 ans, l'APDH, où j'étais président pendant 2 ans et demi, la Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire, où je suis allé après, avant de devenir aujourd'hui président fondateur de la FIDOP, la Fondation ivoirienne pour les droits de l'homme et la vie politique, et le Grand d'Afrique. Et donc, dans cette posture-là, l'histoire de notre pays, bon, on ne va pas rester là toujours en critique, et puis ça n'aboutit pas. C'est comme cela que, avec des amis en exil, nous avons réfléchi et nous avons créé un instrument qui s'appelle Grand d'Afrique. Les deux personnes qui sont à l'origine de la création de Grand d'Afrique, ce sont Zadi Simplice, c'est comme cela qu'il s'appelle sur les réseaux sociaux, Excellence Zadi, et puis mon ami et frère Claude Franck About, l'éminent journaliste. Ce sont ces deux-là qui ont eu l'idée de mettre en place le groupe Grand d'Afrique, le groupe de réflexion et d'action pour la démocratie et les droits de l'homme en Afrique. C'était un groupe de réflexion. Le nom est venu après, mais c'était ça, le mouvement. Et donc, ils m'ont contacté et nous avons mis en place cette coalition. Je voudrais leur rendre hommage aujourd'hui, je voudrais les saluer. Lorsque nous créons Grand d'Afrique, notre première préoccupation, c'est de dire, après, en 2015, comme M. Ouattara est réélu président de la Côte d'Ivoire, avec notre boycott, avec notre boycott, il est plébiscité avec un score à la soviétique. On se dit, qu'est-ce qu'on fait? Parce que la réélection de M. Ouattara en 2015 a entraîné la mort de la seule coalition de l'opposition qui existait. La CNC, la Coalition nationale pour le changement. Donc, il y avait en ce moment-là une crise. M. Ouattara avait un boulevard. Et donc, c'est en ce moment-là que notre groupe de réflexion décide de lancer un grand mouvement de l'opposition. Notre rêve, c'était que l'opposition soit en bloc contre M. Ouattara. Et dans ce grand bloc, il y a des partis politiques, la société civile et tout. C'est comme ça qu'on a réfléchi au projet. C'est comme ça que nous avons commencé à travailler sur notre projet de créer la coalition de l'opposition, une grande coalition de l'opposition. Ce que je suis en train de dire, notez-le très bien. Voilà donc où nous parlons. Et nous, on s'est dit, si ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir, ils se réclament de Houphouët-Boigny, nous, on fait l'analyse selon laquelle il y a deux figures de proue dans la politique ivoirienne. Après Houphouët, il y a quand même la figure de Laurent Gbagbo qui incarne l'opposition. Donc, ce grand bloc qui va naître, il faut qu'il s'adosse sur l'idéologie, la vision politique du président Laurent Gbagbo. Et c'est comme cela que dans notre groupe, il y avait un qui avait le moyen de joindre le président dans la prison de Schwenningen, puisqu'il parlait avec lui souvent. Je tais son nom. Et donc, pendant qu'on était dans les travaux sur le Skype, le contact a eu lieu avec le président. Et on lui a soumis l'idée. Et c'est le président Laurent Gbagbo qui nous dit, bon, pour que votre idée puisse prendre, allez à Abidjan pour rencontrer
le président Abdraman Sangaré. Et c'est comme cela que, comme j'étais le président de ce groupe Grande Afrique, étant en exil, les membres de Grande Afrique qui sont à Abidjan, et notre porte-parole à l'époque étant à Abidjan, on lui donne mandat d'aller rencontrer le président Abdraman Sangaré. Je vais la nommer parce qu'elle est vivante. Pulchéri Balé. Et donc, à Pulchéri Balé, qui est notre porte-parole, j'adjoins mon ami et représentant de la FIDOP à Abidjan, Maître Hervé Guameni, qui se met avec Pulchéri Balé, avec un autre membre de la société civile, et ils vont à la résidence de M. Abdraman Sangaré pour lui dire que nous voulons qu'il soit créé un grand mouvement de l'opposition face au régime d'Abidjan. Et ce grand mouvement va comprendre les partis politiques, la société civile, toute personne qui est contre le régime, parce que nous sommes tous traqués, bâillonnés par ce régime-là. Et c'est comme cela que ce jour-là, tous les caciques du FPI, du proche de Laurent Gbagbo, sont réunis autour du président Abdraman Sangaré, Mme Odette Lorugnon, le gouverneur de la BCAO, Dakouri Tablé, et vraiment tous les, voilà. Le ministre Étienne, comment dirais-je, je vais parler aussi de Niaoulé Oupo, le professeur Niaoulé, tous ces grands étaient là. Et notre délégation est arrivée à présenter le projet. C'est ce projet-là, le FPI, qui est donc puissant et fort, a pris le projet, a travaillé sur le projet, a bien ficelé le projet, jusqu'à ce que ce projet donne EDS. Ensemble pour la démocratie et la souveraineté. L'histoire, les traces restent. Et je parle, Dr Boga parle devant témoins. Les gens sont là, ils sont vivants. Paix à son âme, Abdraman Sangaré. Mais à côté de lui, il y avait des gens dont tout le monde le sait. Je le dis pourquoi? Parce que nous ne sommes pas venus accompagner des leaders politiques dans leur mouvement politique. Non, nous sommes à l'initiative de la création de ce grand bloc de l'opposition. Je tenais vraiment à le dire. Et ce grand bloc de l'opposition, le président Abdraman Sangaré, qui est un homme politique de la même trempe que le président Laurent Gbagbo, analyse bien le dossier. Et c'est lui qui nous aide à mettre tout en place. Et il nous a déniché un des collaborateurs du président Laurent Gbagbo, que nous ne connaissions pas vraiment parce qu'on ne l'avait pas pratiqué, le président Georges Ama-Ouagné. Et à l'analyse, l'unanimité a été faite sur la personne du président Georges Ama-Ouagné. Parce que son nom Ouagné est un nom qui compte dans notre pays. Et puis en plus, il a vécu la prison avec les autres, puisqu'il était dans le gouvernement, le dernier gouvernement du président Laurent Gbagbo, etc. Et aujourd'hui, toutes nos hésitations, nos réserves sur le président Georges Ama-Ouagné, aujourd'hui se sont dissipées. Parce qu'il fallait un homme comme lui, avec un discours comme le sien, qui n'est pas trop virulent, trop tranchant, comme les nôtres. Le mien, il est tranchant. Le sien, il est posé, il est réservé. Il est politique. Moi, je ne suis pas un politique. Je suis un acteur de la société civile. Je dis les choses telles qu'elles sont, telles que je les sens. Avec le respect et dans les normes, mais en m'appuyant sur les principes et les règles de droit et de droits de l'homme. Le président Georges Ama-Ouagné, aujourd'hui, il nous a tous convaincus. Il est là à la place qu'il faut. Et surtout, il a toujours privilégié les référents politiques de EDS qu'est le président Laurent Gbagbo. Je voudrais profiter de l'occasion pour saluer le président Georges Ama-Ouagné pour sa posture, pour son humilité, pour ses directives et la façon dont il mène notre coalition avec respect et dignité, toujours vers l'objectif. Et en 2020, je pense que nous allons y arriver. Merci beaucoup, Président, pour cela, et je l'ai dit pour vous. Maintenant, en parlant donc dans cette grande opposition dans laquelle nous nous retrouvons, en tout cas pour que nous puissions défendre notre pays, je voudrais parler à un certain nombre de leaders. Je veux parler à un certain nombre de leaders aujourd'hui. On est en 2020 et je vais être très précis. D'abord, je commencerai par le président Laurent Gbagbo. Monsieur le Président, je ne vais pas dire grand-chose sur vous. Je voudrais
vous réitérer toute mon admiration. Le président Laurent Gbagbo, vous savez, je ne vous ai pas pratiqué longtemps. Nos rapports n'ont été que professionnels. Dans le cadre, je veux dire, vous, en tant que président de la République, moi, en tant qu'acteur de la société civile, je n'ai que ces rapports-là avec vous, mais je suis toujours admiratif du combat que vous menez pour mon pays, que vous avez mené durant toute votre vie pour mon pays. Et je voudrais vous dire merci d'avoir servi, d'avoir donné, sacrifié ce don de soi à la Côte d'Ivoire. L'histoire le retiendra. Vous êtes un grand homme. Et je voudrais vous prier de finir votre vie en étant un grand homme. Le temps que Dieu vous donnera encore à vivre, demeurez un grand homme pour la Côte d'Ivoire. Les 6 et 7 février prochains, nous serons à La Haye. Encore une fois, pour vous apporter le soutien de toute la nation dans ce procès, dans cette audience encore qui va avoir lieu. Pour que vous, inacquittés, vous puissiez jouir de toute votre liberté. Nous serons là, avec vous, à vos côtés. EDS se mobilise à Paris. Tous nos compatriotes se mobilisent. Des cars seront encore à vos côtés. Monsieur le Président, Laurent Gbagbo, j'ai une doléance à vous faire. Je vous en parle ici, parce que Bruxelles, c'est trop compliqué. Depuis, on n'a pas le temps. Donc vraiment, si vous voyez cette vidéo-là, je vous prie de tenir compte de ma doléance. On est en 2020. Dans le schéma classique et logique, en octobre prochain, nous allons voir l'élection présidentielle. Nous devons gagner cette élection. Monsieur le Président, si les 6 et 7, vous êtes libérés par la CPI, vous êtes un candidat pour nous. La réalité, c'est que M. Ouattara vous a déjà bloqué d'un point de vue juridique à Abidjan. C'est vrai que tout ça, ça peut se négocier politiquement. Fasse Dieu que cela soit. Si tout marchait bien, vous serez président en 2020. Facilement. Parce que les Ivoiriens vous aiment. Mais M. Ouattara ne lâche pas. Il va même envoyer des avocats contre vous, contre votre liberté totale, alors que vous êtes acquitté. Donc, ça va poser encore problème. Je le dis parce que c'est ce que le monsieur est. Il ne veut pas vous voir en Côte d'Ivoire. Si bien qu'il va mandater ses avocats pour venir plaider. C'est du jamais vu. Mais c'est comme cela qu'il est. Si Dieu veut vous donner la liberté, il fera. Si le divin pense que être encore à l'extérieur pour l'instant, jusqu'au départ de M. Ouattara aussi, c'est Dieu qui décide. Parce que, heureusement, vous êtes croyants. Et moi, je le suis également. Remettons-nous-en au divin. Qu'il plaise à Dieu que les 6 et 7, vous soyez libres. Mais même si ce n'était pas le cas, ce n'est pas grave. Dès que M. Ouattara ne sera pas là en 2020, c'est facile pour que vous puissiez retourner en Côte d'Ivoire. La doléance, quelle est-elle? Monsieur le Président Laurent Gbagbo, donnez une dernière chance à M. Affi N'Guessan. Donnez-lui une dernière chance. Recevez-le à Bruxelles. Cela faciliterait beaucoup les choses pour nous en 2020. Aujourd'hui, notre coalition EDS et même le parti que vous avez fondé, face au PDCI RDA, il n'est pas soudé, il n'est pas serein. Alors que le PDCI RDA, étant sorti du RHDP, il n'est pas aussi à son bon niveau. Il est un peu affaibli avec les dissensions en interne, comme le FPI. Mais comparé au président Bédié, qui a des difficultés pour reprendre ses membres, ses caciques, ces dinosaures qui sont rentrés dans le RHDP parce qu'ils sont devenus premiers ministres, parce qu'ils sont vice-présidents de la République, parce qu'ils sont devenus ministres et tout cela. Vous, le président Laurent Gbagbo, vous avez la latitude. M. Affi N'Guessan est là. Il a demandé pardon. Il a regretté ce qu'il a fait. Aujourd'hui, on va aller à l'élection en 2020. Mettons toutes les chances de notre côté, Monsieur le Président.
Parce que si vous le faites aujourd'hui, vous aurez ouvert la voie. Le FPI sera puissant, soudé. Vous allez réussir à souder, à oublier, à faire oublier toutes les années de palabre interne. Le FPI sera fort. Et quand le FPI est fort, EDS est fort. Notre coalition est forte. Et puis c'est fini. C'est ma doléance, Monsieur le Président. En ce début d'année 2020, je vous prie, Monsieur le Président Laurent Gbagbo, recevez M. Affi-N'Guessan et pardonnez-lui ses erreurs. Si tant est qu'il fait son mea culpa, faites-le pour la Côte d'Ivoire. Faites-le pour nous qui vous aimons tant et qui avons pris des risques parce que vous étiez le président de la République de Côte d'Ivoire et on vous a bombardé et on a sacrifié nos vies. Nous autres à la télévision, partout, dans les médias, les autres, les étudiants, dans les rues, d'autres même ont payé de leur vie pour vous. Faites-le pour la Côte d'Ivoire. Recevez M. Affi-N'Guessan et réconciliez-vous. Monsieur le Président, faites-le. Faites-le pour la Côte d'Ivoire, s'il vous plaît. C'est le message que j'avais pour vous en ce début d'année. Si vous entendez, si vous voyez cette vidéo, faites-le, Monsieur le Président. Vous avez la possibilité. Recevez M. Affi-N'Guessan à Bruxelles. Parlez-lui. Le FPI renaîtra. Et la Côte d'Ivoire sera tout de suite sauvée. C'est ce que je voulais vous dire, Monsieur le Président. À côté de vous, Monsieur le Président, je voudrais, après donc le Président Laurent Gbagbo, je voudrais m'adresser au Président Henri Konan Bédié. Monsieur le Président Henri Konan Bédié, j'ai un message pour vous. Vous savez, vous êtes le patron du PDCI RDA. Nous autres, élèves, étudiants, de familles modestes, même si nos parents étaient du PDCI RDA, hein. Mon père était un des secrétaires de section à Divo, travaillait avec une personnalité, quand on était petit, cette personnalité s'appelait M. Lo Alexandre, à Divo. Mon père était toujours avec cette personnalité-là. On était des gamins. Mais en grandissant, élève, étudiant et tout, moi j'ai fait le lycée scientifique de Yamoussoukro et tout, voilà. On a commencé à voir le PDCI-RDA comme le parti des grands. Et nous, nous sommes des enfants de pauvres. On s'oppose au PDCI parce que ce qui était à l'époque la norme, c'est que c'est les fils à papa qui réussissent. On identifiait les gens que parce qu'ils sont fils d'un tel et tel. Donc le PDCI-RDA ne nous a jamais emballés parce que nous sommes des enfants de pauvres et puis nous voyons les choses, on n'est pas égaux. Voilà. Donc il y avait des... Voilà, on se sentait isolé par rapport à ce parti qui est de droite d'ailleurs. Et c'est comme ça que finalement, étudiant, élève en Côte d'Ivoire, tu es obligé de devenir de la gauche parce que tu critiques. C'est ce qui... Voilà. Donc, Monsieur le Président Henri Konan Bédié, qu'il s'agisse du président Oufouette, dont vous êtes la continuité au niveau de la politique, et même M. Ouattara, tous, c'est de la même droite. Donc, pour nous, vous étiez de l'autre côté et nous de ce côté-ci. Mais depuis ces jours-ci, même si c'est par un concours de circonstances, nous vous apprécions. Parce que l'ivoirité qu'on vous colle à la peau, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, c'était mal sorti, c'était mal présenté. Parce que vous êtes le président de la République et ce n'était pas intéressant que ce soit le président de la République qui présente un tel projet. Puisque je l'ai dit tantôt pour le président Alassane Ouattara, je disais tantôt que un président de la République, son rôle, c'est d'unir. Et donc, vous, président de la République, quand vous faites la promotion de l'ivoirité, c'est un peu comme si vous excluez, en tout cas vous constituez pour les étrangers un danger. Très vite, la communauté internationale vous a sauté dessus. Surtout que dans cette liste des étrangers et tout, il y avait un certain Alassane Ouattara qui a un carnet d'adresse. Il a alerté tout le monde. On vous a vu comme le diable. On vous a attaqué jusqu'à ce que le coup d'État arrive, etc.
Mais aujourd'hui, on comprend mieux. On comprend mieux qu'en réalité, vous êtes quelque part aussi attaché à la Côte d'Ivoire. Et vous êtes capable de défendre la Côte d'Ivoire. Seulement, c'est que dans cette alliance avec M. Ouattara, vous étiez trop tu, malheureusement, pour des calculs politiciens. Heureusement qu'aujourd'hui, vous défendez la Côte d'Ivoire. Et de ce point de vue-là, voilà, nous parlons le même langage. On n'a même plus le droit de parler d'opposition, puisque nous sommes ensemble, à défendre la République. Mais, Monsieur le Président Bédié, j'ai une doléance à vous faire. Nous sommes en début d'année, c'est l'heure des doléances. Donc je fais les doléances. Monsieur le Président Henri Konan Bédié, vous êtes allé à Bruxelles voir M. Gbagbo. Mais c'est pourquoi? C'est parce que M. Ouattara constitue aujourd'hui un danger pour la Côte d'Ivoire. On est d'accord. Nous sommes tous dans l'opposition contre M. Ouattara. C'est pourquoi? Parce que M. Ouattara constitue aujourd'hui un danger pour notre pays. Avec sa politique, avec le rattrapage ethnique, avec la violence, avec le bâillonnement des libertés, avec les violations des droits de l'homme, avec ce régime à la limite militaire, policier, avec une sorte de dictature dure. Donc M. Ouattara est un danger pour notre pays. Bon, on est d'accord là-dessus. Mais M. le Président Bédié, il y a un détail, mais qui est de taille. M. Ouattara dit, en 2020, octobre 2020, lui, le danger là, il ne sera pas candidat si Bédié, M. Bédié et M. Gbagbo ne sont pas candidats. Je répète, M. Ouattara dit que si vous, M. Bédié et M. Gbagbo, vous n'êtes pas candidat, lui il ne sera pas candidat. Bon, notre objectif commun, c'est de faire partie M. Ouattara. Bon, M. Ouattara dit, si vous n'êtes pas candidat, et que Gbagbo n'est pas candidat, il ne sera pas candidat. À la vérité, M. le Président Bédié, c'est à vous que M. Ouattara s'adresse. Parce que M. Ouattara, là, il sait très bien que M. Ouattara, là, il sait qu'il a déjà condamné M. Gbagbo à 20 ans d'emprisonnement ferme, avec 300 milliards, je crois, d'amende à payer. Et M. Ouattara sait qu'il ne va jamais accorder, il ne va jamais lever cette condamnation-là pour accorder, comment dirais-je, la grâce présidentielle à M. Laurent Gbagbo. Il ne va jamais le faire. Il s'adresse en disant que si les autres sont candidats, je serai candidat, c'est à M. Bédié qui s'adresse. Donc, M. le Président Bédié, libérez-nous. Libérez-nous. Libérez la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que si vous devenez président de la République, oui, vous allez libérer la Côte d'Ivoire. Mais vous pouvez même libérer la Côte d'Ivoire en ne devenant pas président de la République. Parce que si vous n'êtes pas candidat, et que monsieur le président Gbagbo n'est pas candidat, bon déjà, lui à son niveau, ce n'est pas encore clair, c'est pas encore possible, ça ne dépend même pas de lui, ça dépend du même Ouattara, donc il ne va pas le lui accorder. Donc M. Gbagbo ne sera pas candidat tant que M. Ouattara ne veut pas. Et M. Ouattara ne veut pas de Gbagbo, il ne veut pas de toi. De vous, pardon, autant pour moi. Donc, le problème, il est où? Monsieur le Président Bédié, libérez-nous. En n'étant pas candidat, on est déjà sauvé. Et quand je le dis, c'est parce que au PDC RDA, mais c'est là-bas où il y a plus de présidentiables. Il suffit au cours d'une convention, vous verrouillez bien le machin, vous prenez une ou deux personnalités, les consignes sont données, tout est bien stratifié et tout, le débat est clos. De mon point de vue, et d'ailleurs, on peut faire mieux. Vous pouvez repartir à Bruxelles, parler avec le président Laurent Gbagbo, de sorte que ces deux grands partis-là puissent s'entendre. Vous dites, oui, au premier tour, chacun vient, mais tout ça, ça peut faire long. Vous pouvez vous entendre, et puis l'élection peut mourir au premier tour. Il suffit de vous entendre. Parfois, en politique, c'est ça, on fait des sacrifices. Et de ce point de vue, moi, j'ai déjà donné ma proposition, je vous ai dit, on peut faire des primaires. On peut faire des primaires, celui qui vient en tête devient le candidat président, le deuxième devient candidat vice-président, et puis on part à l'élection. Et après, une fois que l'élection est faite, on ouvre une sorte de transition, on change la constitution, on change toutes les institutions qui ont été, j'allais dire, phagocytées, brouillées par M. Ouattara, et puis on part à zéro. On peut faire ça comme ça. Donc voilà un peu, Monsieur le Président Bédié, la doléance que je voudrais vous faire, et vous dire que aujourd'hui vous avez la possibilité de sauver la Côte d'Ivoire.
Sans même vous présenter à l'élection présidentielle, vous sauvez la Côte d'Ivoire. M. Ouattara dit qu'il ne sera pas candidat. Si vous, M. Bédié, vous n'êtes pas candidat. On peut même s'arrêter là. Parce qu'il sait que M. Gbagbo ne sera pas candidat. Parce que lui, M. Ouattara, l'a déjà condamné à 20 ans en Côte d'Ivoire. Donc, en la réalité, vous avez là les cartes en main pour sauver la Côte d'Ivoire. Sauvez-nous. Sauvez-nous, M. le Président Bédié. Sauvez-nous. Parce que M. Ouattara nous brime. Il brime la Côte d'Ivoire. Sauvez-nous. Sauvez-nous. Je vais de prendre la décision de ne pas vous présenter et puis de préparer une ou deux personnalités. Bon, on est tranquille. Là, nous, on va rentrer au pays très facilement, très rapidement. Et puis, c'est fini. Le régime, c'est fini. Parce qu'on sait que M. Ouattara, en 2020, sera battu. Mais pour ne même pas avoir à l'affronter et tout ça, libérez-nous. Vraiment, c'est ma doléance que je voudrais vous faire, Monsieur le Président Bédié. Vraiment, je le fais parce que j'ai compris qu'au fond, c'est même pas la peine de mener la bataille, quoi. On peut le désarmer en n'étant pas candidat et c'est sûr qu'il ne sera pas candidat. Aujourd'hui, au moins, il a répondu. Monsieur le Président, vous serez candidat, vous ne serez pas candidat. Il dit, il ne sera pas candidat si M. Bédié n'est pas candidat. C'est tout. Donc, à partir de là, bon, je pense que Monsieur le Président Bédié, c'est ce que je voulais vous dire. Je dois terminer mon propos. Et c'était ma première émission de Nouvel An. Je vais la terminer. Mais je voulais la terminer sur une note un peu spirituelle, un peu personnelle, en rendant un hommage à cette dame qui me fascine. C'est Mme Simone Eivé Gbagbo. Dans cette opposition, je voudrais quand même la saluer parce que, au-delà même des ambitions qu'on peut lui prêter, qui sont légitimes d'ailleurs, je suis touché par sa démarche. Surtout quand j'ai écouté son émission avec Mme Massi Domingo, cette grande journaliste qui à l'époque faisait les grandes émissions, les grandes émissions en Côte d'Ivoire. Au micro de Massi Domingo, Mme Gbagbo m'a bluffé, m'a édifié par son discours. Je voudrais lui rendre un hommage. Madame la Première Dame, je voudrais vous saluer. Je voudrais saluer ce que vous avez souffert. Et je suis fasciné parce que dans le témoignage que vous avez rendu, je dis, mais vraiment, le Seigneur, il est bizarre, hein, Dieu. Comment il a pu vous demander à vous, Simone Eivé Gbagbo, Madame Simone Eivé Gbagbo, de prier pour M. Ouattara? Vraiment. Il faut être Dieu pour faire ça. Et ce qui était patent, c'est que vous avez fini par accepter. C'est que vous avez fini par accepter. Par vous soumettre. Malgré la pilule amère. Ce n'est pas facile de pardonner. Et votre pardon nous édifie. Personnellement, je suis édifié. Parce que quand je vois ce que notre peuple a souffert, quand je vois ce que nous avons subi de ce régime, je vous admire encore plus. Et je me dis parfois, si vous qui avez tant souffert de ce régime-là, vous, Madame Simone Eivé Gbagbo, si vous êtes capable de pardonner à M. Ouattara et à son régime, mais pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous autres? Nous autres, on a eu la grâce. Dieu nous a sauvés des griffes. On est venu à l'étranger, en Europe. Surtout pour moi, je dis, si vous avez pardonné, c'est que nous tous on peut pardonner. C'est pour cela que votre parcours m'édifie. Je ne savais pas que vous rendriez ce témoignage. Et moi, je vous ai déjà rendu hommage. Dans mon livre, intitulé Afrique, liberté. Conditions pour une Afrique libre et émergente. Paru aux éditions universitaires européennes. Les éditions universitaires européennes. Quand vous allez sur Amazon, vous tapez Afrique, liberté. Conditions pour une Afrique libre et émergente. Dr Boga Sako Gervais.
Le livre fait 64 ou 65 euros. C'est très cher. Environ 45 000 francs CFA. Parce que ça a été édité ici. Le dernier chapitre, je l'ai dédié à Mme Simone Yves Gbagbo. Je vous ai dédié ce chapitre-là. Sur quelle base? Sur la base de la lecture de votre livre autobiographique à la limite. Parole d'honneur. Avec parole d'honneur que vous avez écrit, sans être proche de vous, sans être familier à vous, je vous ai connu, je vous connais. Parce que ce livre est une leçon de vie. Et j'ai vu que, en fait, on a la même trajectoire de vie. Vous avez été gessiste de la GEC, Jeunesse étudiante catholique. J'ai été gessiste de la GEC, Jeunesse étudiante catholique, à Yamoussoukro, au lycée scientifique de Yamoussoukro. Vous êtes donc catholique à la base. Je le suis. Vous êtes devenu évangélique. Aujourd'hui, je suis ouvert aux évangéliques. Je prie avec des amis, des frères. J'ai même un père spirituel évangélique. Je prie à l'église évangélique à Parma, dans la ville de Parma en Italie. J'ai été parrain de certains amis prophètes en Côte d'Ivoire. J'ai un ami, le prophète Jérémie. J'ai été son parrain de son intronisation à l'époque en Côte d'Ivoire. Donc la foi est notre trait d'union. Je voudrais vous saluer et je voudrais vous admirer encore une fois. Je vous ai rendu hommage dans ce livre-là. Je voudrais qu'un jour, quand l'occasion nous sera donnée, je vous le dédierai. Je pense que dans ce tourbillon de la politique ivoirienne, ce détail-là me saute parce qu'aujourd'hui, nous sommes à l'heure du pardon. C'est ce qui manque à notre pays. Je prie Dieu qu'il vous donne longue vie. Ne serait-ce que la politique, ça peut venir après. Mais je parle de la personne que vous êtes, la personnalité que vous êtes. Et je vais terminer par ceci. Quand donc j'ai lu Parole d'honneur, je me dis, du point de vue de votre personne, je suis touché. Mais est-ce à dire que je vous aimerais plus que votre époux, le président Laurent Gbagbo? Et ce détail trottait dans l'esprit lorsque j'ai eu ma réponse dans votre livre. Ce qui fait que je vous admire en tant que votre personne pour tout ce que vous dites aujourd'hui, tout ce que vous avez subi et que vous avez transcendé pour arriver au pardon. Mais je reste toujours admiratif de votre époux en tant que leader politique. Pourquoi? Parce que vous-même, vous l'avez dit dans votre livre, et je vous cite pour terminer, sans vous citer de mots. Vous avez dit que vous êtes devenue, certes, l'épouse du président Laurent Gbagbo, mais vous demeurez l'une des admiratrices du président Laurent Gbagbo. Il vous fascine toujours et vous l'admirez toujours. Pour moi, j'ai tout compris. Vous êtes une femme, leader d'opinion, mais le président Laurent Gbagbo reste votre idéal politique, votre boussole. Vous êtes l'une des fans de ce monsieur. Et moi, j'ai donc compris que je puis vous admirer parce que je vous admire pour tout ce que vous avez subi et pour là où vous êtes arrivé, mais je reste toujours admiratif encore plus de celui qui a été et qui est votre époux et qui est toujours notre boussole politique à nous tous. Parce qu'il a apporté quelque chose qui nous touche, en tout cas sur l'ensemble des hommes politiques de notre pays. Je voulais terminer par là pour dire que je me suis adressé donc aux différents leaders politiques de l'opposition, en commençant d'abord par le régime d'Abidjan. M. Ouattara, j'y ai passé une vingtaine, une trentaine de minutes. Je parlais aussi à M. Guillaume Soro, j'ai parlé à Charles Blé Goudé, j'ai parlé au président Laurent Gbagbo, j'ai parlé à M. Henri Konan Bédié, j'ai salué au passage mon président de EDS, le président Georges Ama-Wonien, et puis j'ai fini par la première dame, Simone Yves Gbagbo, que j'admire tant. Je voudrais personnellement dire que cette année 2020, je vais rentrer en Côte d'Ivoire. Dieu
me permettra, après l'audience du président Laurent Gbagbo, les 6 et 7 février, je ferai une conférence de presse, soit à Paris ou aux États-Unis, et je donnerai la date de mon retour en Côte d'Ivoire. Parce que nous devons tous contribuer à relever notre pays, à relever la souveraineté, à affirmer la souveraineté de notre pays, à bâtir la nouvelle Côte d'Ivoire. Je suis déterminé. Et cette année, par la grâce de Dieu, nous nous retrouverons en Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse